Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les limites du libéralisme. Latino-américain. Horizon Amérique latine. Collection dirigée par Denis Rolland et Joël Chassin. La collection Horizon Amérique latine publie des synthèses thématiques sur l'espace s'étendant du Mexique à la Terre de Feu. Les meilleurs spécialistes mettent à la disposition d'un large public des connaissances jusqu'alors souvent réduites, sur ce sous-continent, à quelques stéréotypes. Dernière parution. J. Munoz, Géopolitique de la frontière États-Unis-Mexique 2009. ABERTAGNINI, J. Fortesa, De Lopez, F. Peña, F. Pino de Villechenon, CQUENAN, J. Walter, L'Argentine, terre d'investissement, 2008. HOWLETMARTIN Patrick, Le Brésil du Nord-Est. Richesse culturelle et disparité sociale, 2008. Chassin J. et Rollandé Coord, Pour comprendre la Bolivie d'Evo Morales, 2007. Vignal Robert, Lexique amoureux de Sao Paulo, 2007. Díaz Esther, L'esprit de Buenos Aires. Une ville et ses démons, traduction de Laure et Philippe Pigalet, 2007. TREUILLERSCHLACHTER Xavier, David Alfaro Siqueiros, 2006. Durand A. et Pinet N. éditeur, L'Amérique latine en mouvement. Situation et enjeux, 2006. GAYSYLVESTRED, Être femme à Cuba, des premières militantes féministes aux militantes révolutionnaires, 2006. La Pointe Monsieur, Histoire du Yucatan. 19e-21e S, 2006. Durand A. et Pinet N. éditeur, L'Amérique en perspective. Chronique et analyse, 2005. Chassin J. et Rollandé Coord, Pour comprendre le Brésil de Lula, 2004. Durand A. éditeur et Pinet N. éditeur, Amérique latine. Chronique 2004-2004. KONDERCOMPARATO Bruno, L'action politique des sans-terre au Brésil, 2004. TEITELBOIM Volodia, Gabriela Mistral, 2003. Au moment de publier ce livre, je réalise que l'on peut toucher les étoiles et que l'avacas vueyan. Ce constat, je le dois à l'appui inconditionnel et à ta confiance que m'ont toujours témoigné trois grands messieurs. Alain Touraine, Daniel Berthaud et Didier Braque. Rêver un impossible rêve. Porter le chagrin des départs. Brûler d'une possible fièvre. Partir où personne ne part. Aimer jusqu'à la déchirure. Aimer même trop, même mal. Tenter sans force et sans armure. D'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête. Suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances. Peu m'importe le temps. Ou ma désespérance. Et puis lutter toujours. Sans question ni repos. Jacques Brel. Diviser sa propre vie en deux, une partie consacrée au métier, assumée sans amour, et l'autre réservée à la satisfaction de besoins plus profonds, est inacceptable lorsque le travail choisi est intellectuel. C'est pourquoi je suis heureux de vous présenter ici ce que j'aime. Lucien Febvre. Introduction. À la fin des années 2000, le monde entier est touché par une crise du capitalisme sans précédent depuis les années 30. Les causes de son origine ont marqué le débat dans toutes nos sociétés. Il s'agit d'un essai de remise en question des fondements du capitalisme. Les plus optimistes ont déclaré sa fin à moyen terme, les plus réalistes demandent une nécessaire remise en question du système, en faisant appel à la moralisation de ses fondements. Car cette crise a mis en forte évidence les dégâts d'un mode d'organisation de l'économie, et d'une manière d'agir des acteurs économiques qui est déterminée par une volonté d'enrichissement sans contrainte ni limite. Mais ce n'est pas la crise du capitalisme, en tant que discours idéologique et comme système d'organisation économique, mais de la crise du capitalisme financier, c'est-à-dire de la stratégie d'accumulation capitaliste qui s'impose dès les années 80 dans le monde grâce à l'administration de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. C'est la crise du néolibéralisme. C'est la crise d'une idéologie devenue hégémonique à la fin de la guerre froide et qui prenait le fonctionnement du marché sans contrainte, comme représentation principale de la liberté, et qui souhaite en même temps la fin de la politique, voire de l'État.
C'est la politique qui peut empêcher, selon le discours néolibéral, aux forces du marché de se déployer spontanément, c'est-à-dire de réguler la libre circulation du capital en mettant des limites à la libéralisation totale du marché du travail, à la déstructuration de l'État, et à l'enrichissement sans limite grâce à la spéculation. Je me réfère à une conception idéologique qui définit, entre autres, l'entreprise comme le modèle idéal d'organisation sociale et l'entrepreneur comme le plus légitime et le plus important acteur social, grâce à l'effort de travail et au niveau de consommation qu'il représente. Son objectif était d'arriver à un type idéal de société axé sur l'intérêt individuel, mais il s'agissait dans les faits d'instaurer une morale définie pour une conception de réussite individuelle associée à la possession, d'un vouloir poussé jusqu'aux limites, de s'enrichir pour soi, rapidement et de manière facile. C'est ainsi que la crise de cette fin de décennie a mis en évidence la morale bourgeoise comme jamais auparavant, en exposant ses logiques, son mode de fonctionnement et ses dégâts, surtout quand elle devient le vecteur hégémonique pour définir la vie en société. Dans ce contexte de crise et de remise en question des normes de fonctionnement du capitalisme, on peut constater que les pays latino-américains ont résisté à la débâcle financière, et que les dégâts dans l'économie de ces pays n'ont pas eu la même ampleur et les mêmes conséquences qu'en Europe et aux États-Unis. Au contraire, les indicateurs macroéconomiques nous montrent que les différentes économies de la région ont résisté tant bien que mal et que, par conséquent, cette crise n'aura pas les mêmes conséquences et complications qui ont suivi, par exemple, la crise asiatique de 1997. Plus encore, cette crise-ci n'aura pas les conséquences refondatrices du système économique et politique qui ont résulté de la crise de la dette en 1982, et encore moins si l'on établit comme point de référence la crise de 1929, crise qui a profondément modifié la structure sociale de chaque pays dans la région et qui a défini le système économique et politique pendant plus de 50 ans. Si l'impact de la crise actuelle est moindre en Amérique latine, il ne faut pas en chercher les raisons dans un imaginaire bon fonctionnement de ces institutions économiques et politiques, et non plus dans un certain apprentissage des dernières crises, car le néolibéralisme était déjà entré en crise dans la région dès la fin de la décennie précédente. Le meilleur exemple en est la crise argentine de l'année 2001. Le néolibéralisme, présenté par le biais du consensus de Washington, comme la recette la plus efficace par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour sortir l'Amérique latine de la récession, à la suite de la crise de la dette en 1982, est devenu, dans les faits, une stratégie d'accumulation vorace en désarticulant le peu d'État-providence dont les différents pays ont pu se doter après la crise de 1929, en laissant entrer des capitaux spéculatifs qui ont dominé les économies locales jusqu'à leur épuisement, tout en affaiblissant les institutions d'intégration sociale et en augmentant la précarité sociale et celle du travail. Avec le néolibéralisme, l'Amérique latine a connu un capitalisme sauvage qui a produit plus de pauvreté qu'aucune stratégie d'accumulation capitaliste ne l'avait fait auparavant, et qui a produit tant de richesses, mais en la concentrant chez les élites dominantes en laissant intacts les écarts qui ont caractérisé depuis toujours les systèmes sociaux de la région. C'est grâce à l'échec des politiques néolibérales qu'en Amérique latine sont arrivés au pouvoir des gouvernements de gauche, dont l'objectif, dans la plupart des cas, était de recomposer un système de protection sociale démantelé pendant la période néolibérale. La région se trouve ainsi dans une nouvelle phase historique qui, à la fin de cette décennie, se montre être cependant, sauf importante exception, celle du gouvernement d'Evo Morales en Bolivie, la continuité des dynamiques politiques qu'a connues la région tout au long de son histoire. C'est-à-dire que le changement social et la promesse de plus d'inclusion sociale se sont encore une fois effacés face à des structures sociales et politiques autoritaires et rigides, qui empêchent la démocratisation promise et l'ampliation des droits aux citoyens. À la fin des années 2000, la région, même si elle s'est relativement bien sortie de la crise économique, vit les mêmes tensions et les mêmes conflits qui ont marqué sa courte histoire. Aujourd'hui, même si la possibilité de coup d'État est relativement écartée comme mécanisme de contrôle et de gouvernabilité des systèmes politico-institutionnels qui se trouvent en tension, les scénarios de gouvernabilité à moyen et long terme n'assurent pas une stabilité dans la majorité des pays de la région. Les conflits qui sont le produit des profonds écarts socio-économiques
sont accompagnées de nouvelles tensions produites dans le champ de la culture, ce qui met au centre du débat public la question des droits culturels. Ce qui ouvre finalement un nouveau champ de conflit qui, sans doute, déterminera la gouvernabilité, à moyen et long terme, des sociétés latino-américaines. Ce que je souhaite souligner est que si l'on replace les dynamiques politiques et économiques qui sont présentes aujourd'hui dans la région dans une perspective de long terme, on prend conscience d'une continuité qui est pour le moins étonnante. Tout se passe comme si l'Amérique latine se trouvait dans une sorte de cercle vicieux, dont les éléments se répètent avec une certaine régularité, toujours dans le même sens et avec le même dénouement. Si l'on regarde l'histoire politique de l'Amérique latine, il n'est pas difficile de constater une faible légitimité des institutions juridico-politiques et une vulnérabilité permanente du système économique, ce qui a produit comme conséquence une stabilité précaire de la démocratie libérale. Quels sont les facteurs qui entraînent cette relation et qui, en même temps, empêchent la stabilité sociétale des pays latino-américains en créant un scénario permanent de vulnérabilité, d'une volonté de changement et finalement de crise? C'est-à-dire, comment expliquer une dynamique historique qui tient la vie politique et sociale dans la région dans une tension permanente, marquée par la quête et l'essai de nouvelles alternatives, émanant le plus souvent d'issues révolutionnaires, populistes ou de coups d'État, et finalement d'échecs? À quelle logique obéit cette succession permanente d'instabilité, de crise et de changement, d'autoritarisme et de clientélisme en Amérique latine? Quels sont les éléments qui peuvent définir cette continuité troublante qui teint la vie de ces populations, de sang et de violence, quand ce n'est pas de corruption et de misère? Pour répondre à ces questions, je crois important de se pencher sur les problèmes de construction et de légitimation de l'État libéral, sur les difficultés de développement de la société civile ainsi que sur la relation de ces deux facteurs avec les dynamiques de concentration de la richesse et du pouvoir en Amérique latine. Pour ce faire, je pars de la prémisse selon laquelle une des principales caractéristiques de l'ordre social libéral répandu dans la région est sa faible capacité à assurer une réelle autonomie des personnes et une égalité effective des droits, et que c'est la conséquence de la concentration historique du pouvoir politique et économique dans les classes dominantes. Cette concentration d'une part empêche une véritable démocratisation des relations politiques et économiques, et d'autre part, elle produit l'exclusion d'une grande partie de la population dans la région. Ainsi, l'instauration et les transformations ultérieures de l'ordre social libéral depuis l'indépendance des pays latino-américains n'ont pas modifié les relations verticales, autoritaires et clientélistes qui ont leurs racines dans la période coloniale et qui jusqu'à nos jours caractérisent les systèmes sociaux de la région. Bien au contraire, il a reproduit une institutionnalité qui limite ou coopte à l'évidence l'exercice de la citoyenneté, qui s'incline et reproduit un ordre social élitiste et segmentaire, et qui s'exprime régulièrement en pratiques populistes, sinon autoritaires, voire aussi de servilisme et de subordination. Le résultat est qu'après 2 siècles de tentatives pour construire un ordre politique et institutionnel en Amérique latine n'a pas encore réussi à créer les conditions d'un système social stable, intégrateur, garantissant la liberté et l'autonomie effective des personnes ainsi que l'égalité des droits et des opportunités pour tous les citoyens. Les inégalités sociales et économiques, ainsi que les problèmes de gouvernabilité et de légitimité de la démocratie, ont été et sont encore le résultat d'une tentative intrinsèquement contradictoire, celle de construire un État libéral, une institutionnalité libérale, dans un contexte social, politique et économique, dans lequel, dans les faits, la distribution et l'exercice du pouvoir sont inégalitaires et contraires aux principes fondamentaux de la doctrine libérale et en conséquence de l'État libéral qui est chargé de la mettre en place. Comme on le verra plus tard, dans chacune des différentes tentatives historiques visant à construire une institutionnalité libérale, celle-ci a reproduit la configuration d'inégalités structurelles qui caractérise la région. Ce livre a comme objectif de proposer des clés de lecture et un champ d'analyse pour comprendre les causes de l'instabilité politique et économique en Amérique latine, en prenant comme point de départ la mise en place d'un ordre sociétal construit à partir des fondements politiques, voire moraux, de la doctrine libérale, et en conséquence la construction et le fonctionnement de l'État libéral et les difficultés pour le déploiement de la société civile. Nous partons du principe que la démocratisation de la société,
l'autonomie effective des personnes et l'égalité réelle des droits qui s'ensuit, dépendent justement de la manière dont est exercé et distribué le pouvoir politique, et surtout de la capacité contractuelle qu'ont les citoyens de ces sociétés à pouvoir négocier des cadres politico-institutionnels qui les gouvernent. Alors, si un groupe social concentre le pouvoir économique et politique d'une société, le résultat est un système social vertical et excluant et en conséquence, il se produit un déficit de pouvoir de négociation et d'influence des groupes sociaux qui les laissent subordonnés, au moins dans une position de faiblesse face aux groupes dominants. La thèse que je développerai est que le régime de distribution et d'exercice du pouvoir politique en vigueur en Amérique latine produit une structure sociale élitiste et fortement excluante, ce qui a comme conséquence un fonctionnement atrophié de l'institutionnalité libérale, qui se traduit donc par une légitimité et une stabilité précaires, et finalement, une interprétation autoritaire des principaux préceptes de la doctrine libérale. Cette prémisse me permet d'établir un ensemble d'hypothèses que j'entends démontrer tout au long de ce livre. La première hypothèse est que la stabilité et la légitimité du système démocratique libéral dépendent des possibilités et des conditions objectives offertes aux citoyens pour établir des relations d'échange horizontaux et équitables, assurant l'autonomie effective des personnes et l'égalité réelle des droits. Dans cette perspective, la légitimité de la démocratie dépend de ce qu'elle ne se réduise pas uniquement au champ politique mais s'étende aussi au champ économique et social. Cette première hypothèse part du constat qu'en Amérique latine, la démocratie libérale se développe dans un contexte marqué par un ensemble de limites et de contradictions qui affectent sa stabilité et sa légitimité. Ainsi, ma deuxième hypothèse est que ces limites et ces contradictions découlent de la manière dont est exercé et distribué le pouvoir dans chacun des pays, étant donné que le degré de démocratisation économique, politique et sociale dépend de cela, tout comme en dépendent les possibilités de distribution de la richesse et de tous les bénéfices qu'une société peut offrir à ses membres. Cela nous amène à une troisième hypothèse. La distribution et l'exercice du pouvoir dans les sociétés latino-américaines sont le résultat d'un ordre social libéral défini à partir d'une interprétation autoritaire de la doctrine libérale, une interprétation qui n'est pas conjoncturelle, mais qui obéit au contraire à un transformisme de l'autoritarisme des groupes dominants. Pour démontrer cet ensemble d'hypothèses, je prendrai un cas concret. La société chilienne, société toujours citée comme un exemple de stabilité du système politique libéral et même pour être le laboratoire de différentes alternatives politiques et idéologiques, comme ce fut le cas dans la deuxième partie du XXe siècle avec les essais d'un ordre humanisme chrétien impulsé par le gouvernement de Eduardo Frei, 1964 à 1970. De la voie chilienne, au socialisme démocratique impulsé par Salvador Allende et l'Unité populaire, 1970 à 1973, puis comme exemple de l'application de politiques néolibérales et néoconservatrices durant la dictature pinochétiste, 1973 à 1990, et finalement comme référent d'un type de libéralisme social, ou d'une social-démocratie à la latino-américaine impulsée jusqu'à nos jours, 2009, par des gouvernements de centre-gauche. C'est ainsi que je me propose d'analyser les formes socioculturelles à travers lesquelles les groupes dominants exercent leur pouvoir au Chili, en partant d'une prémisse centrale. Le groupe social considéré comme dominant au Chili n'a pas disparu, et a pu historiquement s'adapter aux nouveaux modèles idéologiques et d'accumulation de capital qui ont prédominé au niveau international, depuis qu'il exerce le pouvoir. Par exemple, pendant les 30 dernières années, après l'offensive de démocratisation menée par les forces sociales et politiques progressistes qui a entraîné la perte de légitimité, l'affaiblissement et le recul du groupe dominant chilien, c'est-à-dire pendant la période 1964 à 1973, celui-ci a évolué vers de nouvelles formes économiques et culturelles qui l'éloignent de la définition classique de classe dominante et surtout de la conception traditionnelle de l'oligarchie latino-américaine. Ce groupe social, représenté aujourd'hui par les grandes familles traditionnelles, porteur d'un imaginaire socioculturel spécifique, a noué de nouvelles alliances sociopolitiques et économiques qui lui ont permis de diversifier son domaine d'influence, ses instruments de pouvoir et donc de parfaire l'exercice du pouvoir. Avec la dictature de Pinochet et le modèle économique qu'elle a instauré,
les groupes de pouvoir traditionnels ont pu retrouver leur influence et leur pouvoir afin de défendre leurs intérêts et d'installer le type de société correspondant à leur vision du monde. Je concevrais le groupe dominant comme une trame sociale, comme un réseau social de pouvoir dont le noyau est ce que j'appelle les grandes familles traditionnelles, ainsi que l'ensemble des familles de nouveaux ou d'anciens patrons qui leur sont liés. C'est un réseau social qui part des groupes familiaux, liés entre eux par la parenté et la propriété, et qui s'étend à tous les champs de pouvoir. Les grandes familles traditionnelles sont l'expression contemporaine des formes classiques de réalisation sociale de la richesse et les héritières du capital politique et culturel des anciennes oligarchies. L'articulation symbolique et la confluence d'intérêts des familles traditionnelles avec le nouveau patronat, né de l'instauration du néolibéralisme grâce à la dictature pinochetiste, est ce qui permet aux deux groupes d'agir de manière unie dans la réalisation et la défense de leurs intérêts. C'est ainsi qu'il en résulta un réseau social qui s'étend à tous les champs d'influence, y compris le domaine politique. Là se trouve la raison pour laquelle nous considérons par exemple que les partis de droite au Chili sont l'instrument par lequel les groupes dominants expriment leurs intérêts dans le système politique par personne interposée. C'est ce qu'a également fait remarquer Sofia Correa, lorsqu'elle signale que la droite n'est pas seulement un concept en rapport avec des positions politiques, elle a également une dimension économique et sociale car le noyau de la droite est constitué par les secteurs qui contrôlent la structure économique. Je présenterai donc la manière dont cette articulation symbolique se déroule, ainsi que la confluence des intérêts des familles traditionnelles et de la grande bourgeoisie financière. Pour ce faire, j'essaierai de montrer, d'une part, le parcours historique de deux familles traditionnelles que je crois porteuses du patrimoine social et politique de la vieille oligarchie chilienne, et d'autre part, je décrirai le pouvoir politique et social du patronat chilien moderne. Ce livre se divise en deux parties. La première est consacrée à l'analyse des aspects idéologiques du libéralisme politique et ses applications historiques en Amérique latine. Pour ce faire, nous analyserons le cheminement historique et les principaux aspects politiques de la doctrine libérale. L'objectif est de situer le discours libéral comme un instrument idéologique qui cherche essentiellement à défendre la propriété privée et le droit d'accumulation illimité des richesses. Par la suite, j'exposerai les aspects historiques de la construction de l'État libéral dans la région. J'espère décrire ainsi les principales caractéristiques et les résultats de la superposition de l'institutionnalité libérale dans les pays latino-américains. Dans ce but, je présenterai des clés de lecture pour interpréter les aspects les plus significatifs dans la construction de l'État dans la région, en rendant compte des facteurs qui, de mon point de vue, ont eu une incidence sur la légitimité et les faiblesses de l'institutionnalité libérale dans la région. Dans la deuxième partie, j'indiquerai les éléments qui permettent de comprendre dans une société historique concrète, en l'occurrence la société chilienne, la manière dont se déploie une forme concrète et particulière de réalisation du pouvoir en termes sociaux et culturels. Après avoir revu la manière dont la réalisation du pouvoir de la part des groupes dominants a été étudiée par la sociologie, nous présenterons les éléments qui nous permettent de parler d'une sociologie de la richesse, afin de rendre compte des formes et des dimensions sociales et culturelles qu'entraîne la réalisation sociale du pouvoir, qu'il soit réel ou symbolique, par les groupes dominants. Ce qui nous aidera aussi à comprendre les principes qui distinguent et différencient les grandes familles traditionnelles et la bourgeoisie nationale. Pour cela, nous essaierons de montrer le parcours historique de deux familles traditionnelles chiliennes que nous croyons porteuses du patrimoine social et politique de la vieille oligarchie, leurs relations et leurs différences avec le patronat actuel. Comme nous l'avons déjà affirmé, la réalisation sociale du pouvoir se fait à partir de l'articulation symbolique et de la confluence d'intérêts des familles traditionnelles avec ceux de la grande bourgeoisie financière. Grâce à l'analyse des caractéristiques socioculturelles actuelles du patronat, j'essaierai de rendre compte des nouvelles dynamiques de l'exercice de leur pouvoir dans la société chilienne actuelle. Une autre raison de faire cette description réside dans le fait que ce secteur est le plus actif dans la défense d'intérêts des secteurs dominants. Somme toute, l'intérêt de l'analyse, je crois, réside dans la réussite d'une meilleure appréciation d'un acteur qui exprime par soi-même,
aussi bien les changements socioculturels qui découlent de la consolidation du capitaliste financier dans une société spécifique et les nouvelles formes d'exercice du pouvoir que ces nouvelles dynamiques impliquent. Première partie, éléments pour une critique du libéralisme politique. Introduction à la première partie. La première partie de ce livre est consacrée à établir le cadre dans lequel la critique du discours politico-moral du libéralisme va être réalisée. Ainsi, dans le premier chapitre, j'analyserai comment le discours politique qui défendait les droits d'une bourgeoisie, soumise à la domination d'une monarchie oppressante et d'une noblesse oisive et grande propriétaire terrienne, s'est transformé rapidement en une défense de l'institution de la propriété privée et d'une conception de la liberté individuelle associée à la liberté de possession puis à la limitation du pouvoir de l'État. L'hypothèse qui a orienté ma démarche est que l'ordre démocratique libéral a émergé d'une conception bien précise de l'organisation de la société qui correspondait aux intérêts de la bourgeoisie et qui cherchait fondamentalement à défendre la propriété privée et le droit illimité à l'accumulation de richesses. C'est pourquoi le fondement du discours libéral est la défense de la propriété privée comme expression de la liberté individuelle, ce qui deviendra avec le temps une condition préalable à la liberté politique. Dans ce sens, l'ordre juridico-constitutionnel libéral a comme fonction principale de sauvegarder la propriété privée contre les violations auxquelles elle pourrait être soumise, c'est-à-dire la défendre du contrôle ou de l'intervention illégitime des autres ou de l'autorité gouvernementale. Ce sont les arguments qui nous permettront de démontrer pourquoi la démocratie libérale est une manière spécifique d'organiser le pouvoir autour du marché. En d'autres termes, on se référera à une organisation du politique qui vise à défendre et à reproduire un régime de propriété autour duquel sont réglementés le travail et l'accumulation de richesses, tout en faisant appel à la déréglementation et à la libre action des acteurs économiques dans le marché. Dans le deuxième chapitre, j'aborderai quelques facteurs historiques que je juge clés dans la construction puis dans le fonctionnement atrophié de l'institution libérale en Amérique latine. J'évoquerai les principales caractéristiques et les résultats de la superposition de l'institutionnalité libérale dans la région. C'est-à-dire que je m'attarderai sur les aspects les plus significatifs de la construction de l'État dans l'histoire sociale et politique latino-américaine. Je mettrai l'accent sur la manière dont cette institutionnalité de caractère libéral s'est érigée sur un ordre social, politique et culturel qui venait de la période coloniale, ce qui explique l'existence des rapports politiques basés sur des relations de coopération et échange, et marqués par le servilisme et le clientélisme. Je décrirai ainsi un système de rapports sociaux, élitiste et fortement excluant qui, dans les faits, est devenu de façon naturelle le moyen le plus efficace pour la nouvelle classe dominante d'organiser et d'exercer le pouvoir. Je remarquerai comment ces caractéristiques n'ont pas changé et se sont reproduites, au fil du temps, en produisant les systèmes sociaux ordonnés et structurés à partir de rapports sociaux et politiques autoritaires, verticaux et clientélistes, qui ont empêché dans la société latino-américaine la parution de rapports sociaux horizontaux et égalitaires, ce qui revenait à contredire, voire annuler quelques-uns des principes de base de la doctrine libérale. C'est-à-dire que, dans les faits, cette manière d'organiser la société, à partir des principes libéraux, a limité les espaces où aurait pu surgir et se développer la société civile et, corrélativement, a empêché l'application effective des principes d'autonomie et d'égalité des droits des personnes. En résumé, l'organisation de la société à caractère libéral a empêché une démocratisation véritable et effective des sociétés latino-américaines. J'affirmerai donc que le résultat du système de distribution et d'exercice du pouvoir qui a prédominé historiquement dans la région a été une structure sociale élitiste et fortement excluante. Cela a conduit à un fonctionnement atrophié de l'institutionnalité libérale, qui à son tour, entraîne une stabilité et une légitimité précaires. En même temps, le fait que les sociétés latino-américaines s'ordonnent et se structurent sur des rapports sociaux et politiques autoritaires et verticaux a permis historiquement de reproduire et d'institutionnaliser des systèmes politiques et économiques fonctionnels et efficaces pour le maintien et la satisfaction des intérêts de ceux qui exercent le pouvoir et en profitent. La concentration du pouvoir politique et économique entre les mains de l'élite dominante est ainsi favorisée.
La concentration historique du pouvoir parmi les élites et les manières dont celles-ci l'ont exercé sont devenues la principale entrave pour générer les conditions qui assurent la consolidation d'une institutionnalité libérale stable et légitime, que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine politique ou social. Chapitre 1 Esquisse de l'ordre social libéral. Je pensais qu'une provision de talent était la plus sûre ressource contre la misère. Rousseau. 1. La naturalisation du libéralisme politique, du mouvement historique à la doctrine politique. Avec la fin de la guerre froide, c'est-à-dire après le triomphe du libéralisme face à l'utopie socialiste, s'installe en Amérique latine un discours qui a prétendu légitimer et même naturaliser le libéralisme comme la seule forme viable d'organiser la société, voire la démocratie libérale au niveau politique comme l'économie de marché dans le domaine économique. L'un des arguments le plus entendu était que le libéralisme est étroitement lié depuis ses origines à la lutte pour la liberté des sociétés et des individus, et serait donc étroitement lié à la démocratie et aux libertés publiques, car il serait perçu comme la seule véritable alternative face à toute espèce d'autocratie, d'autoritarisme et de totalitarisme, mais aussi pour être la stratégie la plus efficace pour atteindre le développement économique et le bien-être humain. Friedrich von Hayek le laissait déjà entrevoir. Comme l'opposé, disait-il, du libéralisme c'est le totalitarisme, l'opposé de la démocratie c'est l'autoritarisme mais Milton Friedman ira plus loin en précisant que la condition préalable pour que la liberté politique puisse se développer c'est l'existence d'une organisation sociale de type capitaliste. 3. Autrement dit, que la condition préalable de la liberté politique est la liberté économique. 4. Pour l'instant on dira que, bien que la naissance du libéralisme soit liée à l'affrontement avec l'absolutisme, les principes que l'on a utilisés et qui l'ont consolidé comme doctrine politique, sont nés dans et avec le mouvement historique dans lequel il était inséré. Période qui a une durée de presque 3 siècles et qui implique principalement l'épuisement de la société féodale, le siècle des Lumières, les idées républicaines et enfin l'éclosion de la modernité. Le libéralisme politique en tant que résultat d'un mouvement civilisationnel, est né de la réaction à l'absolutisme monarchique. Il s'impose comme une pratique politique et comme une réflexion politico-philosophique sur la manière d'organiser le système de gouvernement, à savoir, sur la manière de gouverner et sur les limites du pouvoir, sur le rétablissement des limites à l'autorité, qu'elle soit royale ou étatique, et sur l'exercice de la division des pouvoirs. Cependant, affirmer que la victoire contre l'absolutisme monarchique, tout comme plus tard, le triomphe sur le totalitarisme des socialismes réels, consacre le libéralisme comme la seule idéologie et la seule sensibilité politique libertaire, nous paraît relever d'un réductionnisme idéologique intentionné. L'histoire du libéralisme, les contradictions qu'il porte dans ses enchaînements théoriques et dans son discours, pourraient bien signifier le contraire, comme on le verra tout au long de ce travail. À partir de la fin du XVIIIe siècle en Europe se développent 2 traditions libérales, l'une anglaise et l'autre française, qui marquent l'évolution en Occident de la politique moderne. Le libéralisme français, basé sur la philosophie rationaliste de René Descartes, prendra son essor avec les philosophes des Lumières tels que Voltaire et Rousseau et qui s'exprimeront dans la Révolution française. Ce courant cherche à renforcer l'autorité de l'État dans le but d'assurer l'égalité des citoyens face à la loi. On retrouve ce principe dans le libéralisme anglais. Il s'agit pour celui-ci de limiter les pouvoirs de l'État et de l'autorité impliquée, de défendre la liberté individuelle définie, elle, comme la protection légale contre toute contrainte provenant d'autrui, mais également du gouvernement et de l'État lui-même. Hayek décrit cette différence en disant que s'il est vrai que les 2 traditions professent leur foi en la liberté individuelle et en une certaine égalité de tous les hommes, ils se différencient au moment d'attribuer une signification aux termes clés de liberté et d'égalité. Ainsi, alors que pour l'ancienne tradition britannique, la valeur principale était la liberté individuelle considérée comme la protection légale contre n'importe quelle tentative de contrainte arbitraire, pour la tradition continentale, sous-entendue française, la plus grande préoccupation était l'exigence d'autodétermination de chaque groupe en relation avec sa forme de gouvernement sain. C'est ainsi, comme l'explique Karl Polanyi,
que la démocratie en vint en France à signifier égalité, alors qu'en Angleterre elle était synonyme de la liberté. 6. En suivant les traces de Rousseau, le type du libéralisme qui se développe en France conçoit l'État comme le garant de la liberté et des droits des personnes, et par conséquent, l'incarnation de la volonté générale, rappelée comme l'unique source d'autorité légitime. Hayek dira que ce courant libéral, bien qu'il commence par être une imitation de la tradition libérale anglaise, la dénature car elle est inspirée par l'esprit du constructivisme rationaliste qui prévaut en France. Le rationalisme constructiviste auquel fait allusion Hayek est un discours interprétatif qui basé sur l'interprétation évolutionniste, également universaliste, de tous les phénomènes de la culture et de l'esprit et sur une compréhension des limites des pouvoirs de la raison humaine, explique que tout phénomène socioculturel est le produit d'un plan délibéré, né de la volonté humaine. Hayek considère que ce discours interprétatif amène les constructivistes à croire qu'il est possible de construire toutes les institutions sociales et les pratiques culturelles à partir d'une stratégie ou d'une action conforme à certains objectifs parfois éloignés de la dynamique naturelle et spontanée de la société. Face à cette erreur, Hayek dira : nous devons nous libérer de l'illusion qu'il est possible de créer de façon délibérée le futur de l'humanité. 7. Au contraire, il célèbre la suprématie de l'ordre spontané, celui qui se base sur des règles formelles abstraites qui laissent les individus libres de faire usage de leurs connaissances en vue de faire leurs propres propositions, et grâce à la régularité de la conduite de ses membres, se constituent les forces qui mettront de l'ordre et qui construiront un ordre global beaucoup plus complexe que celui que, de fait, on pourrait atteindre par une mise en ordre délibérée. 8. C'est grâce à ce rationalisme constructiviste et universaliste que le libéralisme français a donné comme résultat quelque chose de très différent de la doctrine politique vraiment libératrice née en Angleterre. En fin de compte, dira Hayek, au lieu d'invoquer la limitation du pouvoir du gouvernement, on arrive à soutenir l'idéal des pouvoirs illimités de la majorité. 9. Pour cela, le courant libéral français, notera Hayek, est devenu bien plus un démocratisme qu'un libéralisme et il en est arrivé à exiger le pouvoir illimité pour la majorité. Il est devenu essentiellement antilibéral et l'ancêtre du socialisme moderne. La seconde tradition libérale d'importance a été la tradition anglaise. Celle qui, comme nous l'avons déjà vu, cherche à défendre la liberté individuelle sur la base de la limitation du pouvoir de l'État. Ainsi, la préoccupation... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.